Juan Marcos, merci d'être aujourd'hui parmi nous. Merci Serge. Voilà, tu as accepté d'aborder la question de la diversité culturelle, mot que nous on a tendance à rapprocher du mot de la mixité culturelle, bien que ce soit deux orientations différentes qui peuvent se rejoindre à certains moments. Ma première question est assez simple. Voilà, toi tu es un spécialiste de l'interculturalité, tu te poses sur vraiment tu définis des approches de plus en plus fines sur ces questions-là. Comment toi tu abordes la question de la diversité culturelle dans les ateliers que tu mènes, dans les ateliers pédagogiques, avec les publics, voilà. Effectivement, la question de la diversité culturelle est une des fondements de la réflexion interculturelle. Et lors de nos interventions, lors de nos formations, j'essaie toujours d'aborder la question de la diversité culturelle comme étant le constat de base. Souvent les gens me disent est-ce que tu es pour la diversité culturelle, est-ce que tu es contre la diversité culturelle? Et moi j'ai toujours ce réflexe de dire on ne peut pas être pour ou contre parce que c'est un fait. La diversité culturelle c'est un constat. De fait, il y a de la diversité entre des cultures. Donc pour moi ce qui est intéressant c'est de penser déjà. Il y a toute une réflexion autour de pourquoi il y a de la diversité, c'est-à-dire pourquoi on n'est pas tous pareils, pourquoi on ne fait pas tous la même chose, pourquoi on n'a pas tous les mêmes valeurs, les mêmes visions, les mêmes normes. Donc il y a déjà une question sur les origines de la culture. C'est une question qui personnellement m'intéresse beaucoup parce que ça renvoie à la phénoménologie, ça renvoie à un moment donné de l'histoire de la pensée en Occident qui commençait véritablement à se demander pourquoi la culture. Et surtout, qu'est-ce que c'est la culture? Donc il y a, comme je disais, toute une réflexion autour des origines de la culture, et c'est en allant dans ce sens qu'on peut expliquer le fait qu'il y ait de la diversité culturelle, mais je pense que pour ce qui est de problématiques qu'on retrouve actuellement dans les sociétés multiculturelles, comme on les appelle souvent, la question de la diversité culturelle ne devrait pas renvoyer aux origines, mais au présent, et surtout, et peut-être plus important, à l'avenir de la diversité culturelle. Qu'est-ce qui va se passer avec cette diversité? Surtout parce que ça nous permet de, si vous voulez, déconstruire cette idée qui consiste à croire que la mondialisation, les rencontres entre les personnes vont faire disparaître des formes culturelles, et on arriverait à ce que certains auteurs nomment l'interculturation du monde, comme si le monde allait devenir monoculturel. Donc effectivement, à partir du moment où on réfléchit aux origines de la culture, il n'est plus possible de penser qu'on assistera un jour à une forme de normalisation de la culture, mais effectivement la question sur quelles formes culturelles vont prendre nos cultures, et surtout comment est-ce que la dynamique interculturelle, c'est-à-dire la rencontre entre des personnes appartenant à des cultures différentes, va influencer la dynamique future sur la diversité culturelle, me semble aussi centrale. C'est pour ça que pour accompagner les personnes que nous formons à cette réflexion, souvent on se dit diversité culturelle, c'est un constat, mais surtout, et avant même de partir de ce constat, c'est quoi la culture? Et on pose cette question parce qu'il nous semble important de confronter les individus à cette ambivalence que nous avons par rapport à la culture. La plupart d'entre nous pensons la culture comme quelque chose de figé et en même temps comme quelque chose de dynamique. Et c'est à mon avis en fonction de l'orientation qui va prendre la prééminence, c'est-à-dire est-ce qu'on considère que la culture c'est quelque chose qu'il faut conserver, c'est quelque chose qu'il faut protéger, c'est quelque chose qu'il faut éviter de laisser polluer par d'autres éléments, ou est-ce que c'est quelque chose plutôt de dynamique? Et alors, encore une fois, en fonction du positionnement qu'on va prendre, on va avoir une vision très spécifique de ce que la diversité culturelle peut provoquer dans chaque culture en particulier. Oui, c'est passionnant parce que c'est vraiment la question que les valeurs qu'on y porte vont définir une méthodologie à un moment sur le terrain. Si on pose la diversité culturelle comme une injonction, à ce moment-là, et on peut sombrer dans ce qu'on appelle l'universalisme, c'est-à-dire qui est issu du siècle des Lumières et de la Révolution, et qui dirait
nous sommes obligés de chanter la gloire de la liberté, nous sommes obligés de nous réunir. Et quels seraient aussi les critères de cette diversité? Il faudrait les faire aussi évoluer pour se dire qu'ils ne se réduisent pas aux origines ou à une identité présumée. Et c'est là où je trouve qu'il y a une passerelle très forte avec la médiation culturelle. Voilà, je sais pas. Oui, à mon avis, effectivement, on fait ce raccourci qui est pertinent, mais qui, à mon avis, devrait être accompagné d'une réflexion plus large sur la notion de culture qui consiste à penser diversité culturelle avec identité. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de lien, effectivement, la diversité culturelle s'exprime le plus souvent par des individus qui portent des valeurs culturelles, donc effectivement, l'individu joue une part fondamentale dans la notion de diversité culturelle, mais finalement, la culture, ce n'est pas quelque chose qui soit individuel. La culture, si on prend plutôt les définitions des sciences sociales, de la psychologie sociale, c'est un système, n'est-ce pas? C'est un système de références à la fois logiques, à la fois morales, qui construisent du sens. Donc ce n'est pas un travail individuel. Le relativisme culturel, compris au sens le plus radical, va aller jusqu'à imaginer que chaque individu est porteur d'une culture à part entière. Et quelque part, on peut comprendre à quoi ils font référence, mais d'un point de vue des sciences sociales, c'est juste incorrect, parce que les individus ne portent pas notre propre culture à nous. On porte une culture qui est partagée par des groupes culturels, par des valeurs communes. Et effectivement, le risque auquel tu fais référence, à mon avis, c'est de penser que les valeurs qui sont les miennes devraient être les valeurs de tout le monde. Et alors, effectivement, on peut sombrer, je dirais même, vers des formes d'universalisme qui finissent par n'être que, on va dire, le reflet d'un nocentrisme. Et l'autre risque, c'est de survaloriser la culture de l'individu et donc de le réduire à une identité présumée. Effectivement, c'est de le figer dans cette identité exotisante. Ouais, exactement. Ce qui, en termes d'accompagnement des publics dans des actions, de projets partagés culturels, etc., pose problème. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas sortir du cadre dans lequel ils peuvent être, etc. Alors pour dépasser un petit peu parce qu'on est en train de définir une forme d'idéalisme, un petit peu d'accompagnement idéal qui serait comme un élastique tendu où on serait entre les deux, et on se dirait d'être en état de veille en disant je prends garde parce que je ne veux pas imposer des normes libertaires à un public ou d'imposer des normes strictes à un public, mais en même temps il faut savoir jouer avec ça. Je voudrais savoir comment ça se transforme dans ta pratique de tous les jours, comment tu mènes des ateliers pratiques, concrets avec le public. J'ai assisté à 2 ateliers de toi et c'est intéressant parce qu'il y a un juste équilibre entre ce que tu proposes et la liberté que tu laisses aux individus pour être porteurs de récits. Je pense que la médiation culturelle, c'est pouvoir créer un récit à un certain moment sur des œuvres, sur des propositions artistiques, etc. Alors comment ça se passe? Un petit état des lieux de ta pratique. Effectivement, c'est là où, à mon avis, il y a des ponts à construire entre la médiation culturelle et l'approche ou la démarche interculturelle. On va commencer par la deuxième, c'est-à-dire la démarche interculturelle consiste à comprendre que nous sommes tous porteurs de valeurs, d'un cadre de référence, qu'on appartient à des systèmes culturels qui sont ceux auxquels on a eu accès, que ce soit par l'éducation, que ce soit par les aléas de la vie, oui, de manière générale, comme les anthropologues l'appellent, par le processus de enculturation. On a incorporé, c'est à mon avis très intéressant ce mot en français, parce que justement il renvoie à l'idée de faire corps, n'est-ce pas? On incorpore, on fait corps la culture. Donc on part de ce constat, on part du fait que les gens sont tous porteurs de culture. Et alors la démarche interculturelle suppose de reconnaître que mon cadre de référence, mes valeurs culturelles, le système auquel j'appartiens n'est pas le seul. Et qu'il me faut absolument être suffisamment conscient de quels sont, on va dire, les contours de ce système culturel avant même d'essayer d'aller à la découverte des contours culturels des personnes que je souhaite accompagner. C'est surtout, à mon avis, très important pour ce qu'on oublie. Ce qu'on oublie souvent, c'est questionner son propre cadre. Tout à fait. C'est ce que, à mon avis, c'est très important, justement pour les médiateurs culturels. Parce que souvent, vu qu'ils sont dans une culture, ils ont naturalisé cette culture comme étant la norme, n'est-ce pas? Et c'est devenu tout à fait normal. Et effectivement, le problème, c'est que cette normalisation peut rendre invisible la culture de l'autre, ce qui va créer,
c'est en tout cas un des risques, ce qui va créer une forme de résistance à incorporer d'autres formes culturelles. On parle souvent d'asymétrie, c'est-à-dire un rapport asymétrique dès le départ. Effectivement, et d'ailleurs on peut le reconnaître, même si encore une fois, nous on n'est jamais dans des positionnements moralisants, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas adresser des discours très critiques par rapport à certaines orientations politiques. Quand on entend souvent, avec les meilleures intentions du monde, l'accès à la culture, ça suppose qu'il n'y a pas de culture existante chez ces personnes. Quand on va désenclaver les quartiers périphériques, ça veut dire qu'ils sont enclavés. C'est-à-dire qu'il y a toute une sémantique qui est fondamentalement ethnocentrée, qui pense que la culture c'est quelque chose qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est là, qui est défini, qui est figé, et les gens peuvent y accéder ou pas, vont avoir la possibilité d'enrichir leur existence avec cette culture, ou ils resteront dans, je vais un peu trop loin si vous voulez, mais ils vont rester dans la barbarie. C'est-à-dire que quelque part on est face à cette, on va dire, tension entre civilisation et barbarie, et à mon avis ce qui est intéressant c'est de constater que de l'autre côté du comptoir, si on se met du côté de ceux qui veulent justement créer des passerelles, il y a de la culture. Et que peut-être le défi pour le XXIe siècle des médiateurs culturels, ça va être de trouver des moyens de créer des dispositifs culturels d'accompagnement qui permettent aux individus qui y participent de se retrouver. Et tu disais qu'il y avait un juste milieu, une tension. Moi j'aime bien dire aussi tension parce qu'elle est là et moi j'essaye toujours de jouer ce jeu qui est un jeu dangereux quelque part parce que ça touche à l'identité, parce que ça touche à nos appartenances. Mais à mon avis, les dispositifs que j'essaie de créer, ce sont des dispositifs où les personnes qui y participent doivent être prêtes à créer des formes culturelles, à créer des systèmes d'appartenance. L'interculturel a pour objectif, si vous voulez, de créer quelque chose qui n'existe pas. C'est pour ça que, contrairement à ce que certaines personnes pensent, qu'il y aura une disparition des formes culturelles, en fait, le pari de l'interculturel, c'est d'enrichir si vous voulez, la quantité de formes culturelles existantes. Mais cela, encore une fois, demande de celui qui est porteur de la culture dominante, et nous le sommes, d'être à l'écoute des formes culturelles moins dominantes, pour le dire en ce moment. Ce qui est super intéressant, c'est aussi dans les ateliers que tu diriges, il y a la création d'un contenu qui n'appartiendra qu'à l'atelier. Exactement, c'est ça le pari. Et qui sera une forme d'expression culturelle où nous faisons culture collectivement. Tout à fait. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à toute la réflexion qui est menée aujourd'hui, réflexion qui aussi a ses limites sur les tiers-lieux, c'est-à-dire que tu crées des tiers-lieux symboliquement forts, c'est-à-dire que le lieu de la rencontre est un lieu où on va partager des choses et où les gens vont laisser de côté une partie de leur identité aussi. Tout à fait. Parce que c'est là où il y a un tissage commun avec la médiation culturelle, parce que aujourd'hui, quand on parle de débat identitaire, on n'en parle que de façon politique et on oublie de dire que c'est une question culturelle, enfin tous ces éléments-là. Alors, moi d'un point de vue pratique, je te donne un exemple, je trouve que quand un guide de musée se retrouve devant les glaneuses de Millet et des femmes algériennes disent mais ça nous rappelle notre pays d'enfance parce qu'on avait la même activité, il dit mesdames on va poursuivre la visite et il oublie de consacrer du temps parce qu'il y a une réactivité à ce moment-là sur la culture des individus et la culture proposée sur le tableau. C'est intéressant au niveau technique, au niveau tous les éléments, toutes les découvertes que tu as pu faire ces dernières années. Qu'est-ce que tu pourrais nous évoquer, enfin des confrontations avec des gens, enfin des choses, des expériences? Moi, effectivement, dans l'exemple dont tu fais référence, ce qui est dommage, c'est que la personne qui était censée accompagner le processus de co-création n'a pas été suffisamment sensible à cette demande. Parce que cette dame, qu'on n'a pas connue malheureusement, mais elle a pu, en tout cas, verbaliser un besoin, une question, une ouverture. Et lui fait passer le fait de devoir voir 8 œuvres avant. Donc d'écouter cette dame. Il a loupé une opportunité. Mais est-ce que des fois, je me dis, bon, ça, c'est un problème, mais on peut l'adresser. Comment est-ce qu'on fait pour que plus de personnes aient envie d'interpeller les dispositifs existants d'accompagnement et de médiation culturelle, c'est-à-dire
comment on fait que de plus en plus de personnes qui participent à ces dispositifs disent des choses par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on libère la parole par rapport à la médiation culturelle et surtout aux personnes qui sont accompagnées par ces dispositifs. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il est fondamental de créer les conditions de possibilité et pour que ces échanges puissent se produire. Évidemment, c'est risqué parce que ça demande aussi au médiateur de sortir de sa position de confort, de ne pas suivre le chemin ou le parcours auquel il avait pensé pour illustrer un point ou essayer de donner une cohérence à la transmission d'un savoir. Mais il y a quelque chose que dans les groupes humains arrive. Et je pense que le médiateur culturel, ou cette espèce de figure de médiateur interculturel qui commence de plus en plus aussi à apparaître, même si encore sa sémantique, sa signification reste un peu floue, je pense que c'est ce rôle de véritablement essayer d'être là. Tu disais, c'est comme un grand tapis qui est en train d'être tissé, mais on a besoin de quelqu'un qui puisse prendre les différents bouts et essayer de voir où est-ce qu'il y a des points de contact, où est-ce qu'il y a des points de tension pour y travailler. Surtout quelqu'un qui crée les conditions de possibilité pour que de plus en plus de femmes se disent « moi j'ai quelque chose à dire par rapport à cette œuvre, moi j'ai quelque chose à partager parce que ça éveille chez moi cette sensibilité, ce souvenir, cette réflexion ». Et je pense que c'est là où on manque encore de pratique. Je pense que c'est un processus sur lequel on est tous en train d'apprendre au fur et à mesure. Ce qui est peut-être difficile aussi sur les limites, tu en verras peut-être d'autres, mais c'est que le groupe peut nous renvoyer à ce statut-là. Ouais, il peut nous renvoyer au statut de sachant. Oui. Et à ce moment-là, il est très difficile pour nous de sortir de ce cadre-là. C'est pour ça que, oui, effectivement, et c'est ça ce qui est très, très problématique, parce que d'un côté, on peut avoir le réflexe de se dire, ben, si c'est eux qui attendent de moi que je sois un savant ou que je sois quelqu'un qui octroie le savoir. En espagnol, un élève, on l'appelle alumno. Ça veut dire a, le préfixe de négation, et lumni, lumière, c'est-à-dire celui qui n'a pas la lumière. Donc, je pense que c'est effectivement toute une tradition qu'il faut remettre en question. Et c'est pour ça que la réflexion interculturelle ne peut pas se limiter à l'accompagnement culturel ou à la médiation culturelle, ni à la question des migrants, ni à la question des minorités. C'est une réflexion holistique sur la société. Et pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il faut comprendre que le fait que quelqu'un souhaite être illuminé n'est que le reflet de sa compréhension de ce que la société attend de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas porteur d'une culture. Ça veut dire qu'il a compris que dans l'environnement culturel auquel il appartient maintenant, il n'y a pas de reconnaissance par rapport à son cadre de référence, à sa culture. Donc il va lui-même invisibiliser sa culture et il va lui-même essayer d'incorporer un maximum de référents culturels de la culture du pays d'accueil, juste si c'est des migrants, mais aussi de la culture dominante, si c'est une personne qui ne fait pas justement partie de cette culture dominante, pour essayer de trouver des passerelles, un tremplin et sortir de cette situation d'oppression. C'est-à-dire que c'est comme si c'était le fameux syndrome de Stockholm, n'est-ce pas, de la personne qui se fait kidnapper et il finit par tomber amoureux de son kidnappeur. Il y a quelque chose comme ça. Évidemment, quand je dis ça dans certains de cours, mais non, mais absolument pas. Mais je travaille beaucoup avec des profs de français langue étrangère dans le cadre des dispositifs d'accompagnement des étrangers primordiaux. C'est pour ça que je pensais à ça. Et souvent, on me dit, oui, mais c'est eux qui veulent apprendre sur la culture française. Et personne n'est contre l'idée d'un apprentissage de la culture française. La question c'est, est-ce qu'on a créé les meilleures conditions de possibilité pour l'apprentissage de la langue française si on invisibilise la culture du pays d'origine de la personne? Et est-ce que ça va enrichir la sève culturelle française ou ça va l'appauvrir? Et je pense que ce sont toutes ces réflexions qu'à l'heure actuelle, ils sont présents dans le débat. Encore une fois, il y a ceux qui vont se positionner plus du côté de non, il y a un patrimoine culturel, il faut absolument le transmettre, il faut absolument le protéger, et il faut absolument ne pas le laisser menacer par d'autres influences. Et il y a d'autres personnes qui vont aller à l'extrême opposé, vous dire tout est relatif, il n'y a pas de patrimoine, ce qui compte c'est le présent. Je pense qu'entre ces deux grandes orientations, on pourrait caricaturer, dire universalisme et relativisme culturel, il y a quelque chose qu'on appelle de plus en plus
l'interculturel et qui a cette ambition de se dire peut-être c'est un faux dilemme, peut-être il y a quelque chose au milieu qui est plus intéressant. Je verrai, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est à l'issue d'une conversation, une troisième position. La personne, lors d'un atelier, un ami me dit « Je suis tout à fait d'accord avec la reconnaissance de la culture de l'autre, au sens le plus large, la déconstruction de ses propres repères, mais j'ai envie de leur faire découvrir une pratique. Elle est complexe, mais elle offre des satisfactions qui ne sont pas évidentes. Et je trouve que c'est une position qui est assez intéressante, sa réponse. Bien sûr. Parce qu'il me dit, mais moi je crois qu'il y a une satisfaction si je leur apprends la céramque. Et que je ne peux pas présupposer que tout le monde sait faire de la céramique, ou que tout le monde a un sens de la céramique. Je leur transmets une pratique avec un degré de satisfaction. Je ne sais pas ce que tu en penses, cette position très artistique qu'il propose. Mais moi je pense que c'est tout à fait pertinent d'accepter qu'il y a des personnes qui possèdent des savoirs et des personnes qui n'en possèdent pas, et qu'on peut créer des environnements, des cadres dans lesquels il y a la personne qui sait, qui transmet, qui partage, qui donne, qui fait des dons littéralement de savoir à des personnes qui ne savent pas. Ça c'est tout à fait normal, c'est comme ça aussi qu'on a pu on va dire, conserver énormément de savoir, de savoir-faire, d'expertise, des histoires. Donc personne n'est contre l'idée qu'il y a on va dire, des personnes qui ont plus de connaissances et qui peuvent partager ces connaissances. La question c'est, pour ce qui est à mon avis de l'accès à la culture, de la médiation culturelle, de la réflexion autour de la culture au sens large, quel est le rôle d'un médiateur, quel est le rôle de quelqu'un qui accompagne des personnes qui sont, encore une fois j'utilise ces termes parce que je les trouve très pertinents, parce qu'ils sont révélateurs de cette idée, n'est-ce pas, qu'ils sont éloignés de la culture. Si on veut les rapprocher à la culture, peut-être pour réussir cet objectif, il va falloir ouvrir la porte à d'autres formes de penser la culture. Encore une fois, pas parce qu'on soit moralement supérieur à des personnes qui avaient d'autres pratiques auparavant, c'est juste parce que pour remplir l'objectif d'un médiateur culturel, qui est de faciliter l'accès à une forme culturelle, ou plusieurs formes culturelles à un groupe de personnes, il faut peut-être que ce même médiateur ouvre la porte à la culture qui existe déjà. Donc encore une fois, ce n'est pas un positionnement radical, ce n'est pas un positionnement qui exclut d'autres formes de partage, c'est un positionnement qui dit, si vous voulez incorporer une démarche interculturelle à votre pratique de médiation, vous pouvez le faire. Il suffit d'abord de remettre en question votre cadre de référence sur comment vous faites les choses et pourquoi vous les faites ainsi, et rapidement essayer de découvrir si, du côté des personnes qu'on accompagne, il n'y a pas déjà une base culturelle suffisamment riche pour interagir avec celle qu'on va leur présenter. Alors, nos deux structures dans lesquelles on travaille, alors Interculturel pour toi et Culture du Cœur pour moi, sont impliquées dans la première saison, ont été impliquées dans la première saison du Festival Dialogue Interculturel. Et je me rappelle comment dire, un petit quorum comme ça, on était dans Agora Minute, on avait appelé ça, je cherchais le mot, où il y avait une polémique qui était assez intéressante sur l'acquisition de la langue ou pas. Je trouvais ça passionnant parce que il y a un ami commun qui à un moment a dit mais beaucoup de structures travaillent avec des personnes étrangères sans leur demander d'acquérir la langue, alors parce que au niveau de l'anglais c'est simple, parce qu'on travaille avec l'Italie, parce qu'on travaille avec d'autres, il y a cette injonction de demander aux migrants aujourd'hui d'apprendre quoi qu'il arrive la langue, parce que, et je le comprends tout à fait, les deux discours sont défendables. Qu'est-ce que tu en penses toi, par rapport à ça? Parce que je trouve que c'est fondamental, parce que on travaille en médiation parfois avec des gens qui travaillent en alphabétisation, on travaille avec des gens qui font français langue étrangère, et on sent aussi que interculturalité et médiation culturelle peuvent se toucher à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Moi je pense que la langue est avant tout un moyen de communication. Évidemment, elle est porteuse aussi de tout un patrimoine historique, immatériel, qui est lié à ce qu'on nomme, n'est-ce pas? Elle est, comme disait Wittgenstein, le philosophe anglais, les limites de notre monde sont les limites de notre langage. Donc,
je pense qu'il est très important pour n'importe quel individu qui veut appartenir à un ensemble culturel, à un pays, à une nation qui veut travailler, d'apprendre cette langue. Effectivement, la question qui se pose actuellement, encore une fois, elle est liée à l'histoire. La France, je ne suis pas un expert, mais il a un rapport assez particulier à la langue et surtout à l'idée de l'intégration par la langue. C'est un des seuls pays européens qui a plus ou moins fait disparaître ces idiolectes et ces langues, on va dire, comment on les appelle, les patois. C'est ça comment on les appelle. Je trouvais ça très intéressant qu'il y ait une appellation spécifique qui ait quand même été conservée pour nommer ces langues qui étaient vouées disparaître. Donc, alors qu'en Espagne, on a le catalan, on a le basque, en Italie, on a le napolitain, en Allemagne, on a... c'est-à-dire que la plupart des pays européens ont plus ou moins conservé une langue qui est la langue officielle, mais ils n'ont eu aucun problème de permettre aux communautés de conserver leur propre langue. À Nice, on ne parle plus le niçois. À Montpellier, on ne parle plus l'occitan. En Bretagne, on ne parle plus le breton. Et ça c'était bien avant l'arrivée de migrants des pays lointains. Donc on voit bien qu'il y a une tradition en France que je n'ai pas étudiée, mais qui me semble assez symptomatique d'une manière de concevoir l'intégration par la langue. Donc quand on pense cette question à l'heure actuelle par rapport aux migrants et en insistant sur le fait qu'à mon avis, il est fondamental d'apprendre la langue d'un pays si on veut participer activement à la vie citoyenne, à tous les niveaux, il est fondamental d'apprendre le français. Ceci dit, on ne peut pas nier non plus, comme tu disais au début, que si quelqu'un vient des États-Unis, l'injonction d'apprendre la langue française sera moins évidente que si quelqu'un vient de l'Afghanistan. Donc je pense aussi que, comme on disait tout à l'heure par rapport à la vision culturelle, la langue est aussi culture, et on a aussi une hiérarchie des cultures qui s'exprime par rapport à la hiérarchie des langues. On ne va jamais demander à un enfant américain ou allemand de franciser son prénom. On va franciser de fait le prénom de quelqu'un qui vient d'un pays... comme vecteur d'intégration en fait. Exactement. Donc si un enfant, pour donner des exemples concrets, s'appelle Friedrich, la maîtresse va essayer véritablement de bien prononcer son prénom. S'il s'appelle Ahmed, on va volontairement dire Ahmed. C'est-à-dire qu'il y a une violence symbolique qui est assez, à mon avis, flagrante, surtout parce que moi, je n'ai pas grandi en France. Donc, le fait d'arriver à voir cette inégalité dans le traitement de certaines langues m'a surpris. Encore une fois, ceci dit, n'empêche que l'intégration par la langue est importante, surtout dans un pays qui accorde tellement d'importance à la langue comme c'est la France, et surtout parce qu'il y a une tradition qui est liée à ça et qu'il faudrait respecter, pourquoi pas. Maintenant, je me répète, mais pour insister sur ce point, les profs de français langue d'intégration, de français langue étrangère et les profs de français au sens large devraient, à mon avis, avoir une sensibilité plus fine par rapport à ce que cette injonction peut provoquer chez un individu. Encore une fois, ce n'est pas une question morale. Si mon objectif en tant que professeur de français langue étrangère, c'est de permettre à un individu qui vient d'un autre pays d'apprendre le français, aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre quels sont ces codes culturels. Autrement, je risque de ne pas pouvoir remplir ma fonction. Donc c'est une question purement déontologique. Il n'y a pas, encore une fois, de morale, c'est pas pour être supérieur, c'est juste parce que mon objectif en tant que prof de français, c'est d'apprendre le français. Comment est-ce que je crée les conditions de possibilité pour que l'apprentissage se produise? Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, et les pédagogies sensorielles, les pédagogies cognitives, les pédagogies critiques au sens large ont déjà démontré largement l'importance d'un apprentissage actif. Et il n'y a pas plus d'apprentissage actif qu'un apprentissage qui prend en compte la singularité de l'individu. Alors tu nous avais amené un petit graphique sur lequel tu as travaillé, si vous pouvez y revenir juste. Oui, tout à fait. Bon, ben, c'est un peu la même idée sur laquelle je suis revenu dernièrement dans notre discussion, parce qu'à mon avis, la réflexion sur la diversité culturelle est une réflexion centrale dans la réflexion sur les sociétés multiculturelles. Encore une fois,
on est face à cette problématique des sociétés multiculturelles parce qu'il y a de la diversité culturelle. Si on n'aurait pas de la diversité culturelle, j'ai l'impression qu'on n'aurait pas de problème qu'il y ait des personnes qui viennent de Chine, que des personnes qui viennent de l'Afrique, des personnes qui viennent... D'ailleurs, les notions même de race ne font que, on va dire, reposer sur l'idée qu'il y a une forme de diversité. Évidemment, dans les extrêmes qu'on a connus au Moyen-Âge, il n'y avait pas de vraie diversité culturelle parce que ces autres personnes n'étaient même pas considérées comme humains. Donc, ils n'étaient pas porteurs d'une culture. Donc, on pourrait dire que même d'un point de vue historique, on a énormément évolué parce que même le plus raciste des racistes va finir par accorder à celui vers lequel il a un comportement raciste qu'il est ou qu'il est porteur d'une culture. Mais dans tous les cas, je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à l'heure actuelle dans nos sociétés multiculturelles, j'insiste, sur ce que la vision que nous avons de la culture peut provoquer dans notre manière de comprendre cette société multiculturelle. Pour être plus concret, si moi je considère que la culture française c'est quelque chose de statique qui a déjà été construit et que sa version finale est celle que je connais actuellement, effectivement, la présence de personnes qui ne partagent pas cette culture peut provoquer un problème. Ce n'est encore une fois pas une question morale, c'est juste une question logique. Si moi je considère qu'il y a quelque chose qu'on va appeler la culture française qui est immuable et qui ne pourrait pas changer sans risque de disparaître, ben effectivement toute présence d'une culture non française représente une menace. Si je conçois la culture française comme actuelle, comme l'aboutissement d'un croisement de cultures qui a pris des siècles, je peux concevoir que cette même culture que je connais actuellement est le résultat d'un métissage, d'une mixité. Et alors, je ne peux que souhaiter que cette mixité, que ce métissage se perdure dans le temps. Donc, encore une fois, la vision que nous allons avoir de la culture, j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'ai commencé à essayer d'organiser les pensées, que ce soit dans une vision statique ou que ce soit dans une vision dynamique de la culture, va nous amener à avoir une vision de la société multiculturelle qui est une menace à la tradition et au patrimoine ou une opportunité pour plus de syncrétisme, pour plus de métissage, pour plus de mixité qui va enrichir les cultures. Tout ça pour dire quoi? Souvent on entend que la diversité culturelle est une chance, souvent on entend que la diversité culturelle va permettre d'enrichir les sociétés, cependant ça ne va pas de soi. Donc tout le travail que nous essayons de faire chez l'interculturel, que ce soit auprès des formateurs, que ce soit auprès des médiateurs culturels, que ce soit directement auprès des migrants, c'est d'essayer de les sensibiliser à cette dimension culturelle pour qu'ils puissent se rendre compte que la rencontre interculturelle, c'est-à-dire la rencontre de deux personnes qui appartiennent à des systèmes de référence conceptuels, opératifs différents, quand elle se produit, n'est pas simple. Elle est douloureuse, elle est conflictuelle, elle peut déstabiliser l'identité, et que ce n'est qu'à partir d'un travail qui consiste à essayer de voir les opportunités que cette rencontre ouvre, qu'on pourra véritablement faire de la diversité culturelle une source de richesse pour une société multiculturelle. Il y a une dernière question. Alors, tu as un parcours de philosophe d'art. Oui, effectivement. Et voilà, la question de la place des artistes est souvent posée. Alors, on va essayer de ne pas la poser naïvement parce que c'est aussi une injonction. Il y a des artistes qui n'auraient pas forcément envie de rentrer dans ce jeu-là et qui se disent, voilà, je suis à l'abri de toute contingence et j'essaye de créer une œuvre et je ne suis pas forcément nécessairement stigmatisé par le fait que je n'utilise pas les œuvres comme vecteur de transformation sociale ou quoi que ce soit. Mais comment tu perçois cette idée de la place de l'artiste par rapport au regard? Parce qu'on avait eu un échange là-dessus, je trouve ça intéressant. Ben à mon avis, quand on pense à la place de l'artiste ou la place de l'art, en fait, on remonte au vieux débat du 17e, 18e et surtout 19e siècle, art engagé ou art pour l'art, n'est-ce pas? Cette espèce de grand débat qui s'est produit aussi dans les régimes socialistes, n'est-ce pas? Et qui est incarné par des dramaturges comme Brecht qui avaient allé jusqu'au bout du réalisme socialiste ou des Cézanne qui, en principe, je dis bien en principe, ne faisaient que dessiner Venise.
moi j'ai plus tendance à me positionner, il fallait se positionner dans cet faux dilemme, mais quand même pour jouer un peu le jeu, j'aurais plus tendance à me positionner du côté de Cézanne, du côté de l'idée de l'art pour l'art, parce que je considère que l'art programmatique, l'art qui a cette vocation d'envoyer un message, en fait c'est de la propagande. Quand je dis ça tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord et beaucoup de personnes me disent mais non, la propagande n'existe plus, tu utilises des catégories Perrier. Certainement, il y a un peu je récupère certaines notions qui aujourd'hui on utilise moins souvent. Mais à mon avis, c'est clair que l'artiste ne doit pas être celui qui essaye de traduire autrement des messages qui peuvent être traduits en langage politique sans aucun problème. Si on est contre la persécution des minorités, on n'a pas besoin d'un artiste pour nous parler de ça. On peut, à mon avis, exprimer ça de manière très claire et de manière langagière traditionnelle. Si on peut l'exprimer de manière artistique, pourquoi pas? Mais ça ne qualifierait pas dans mon schéma très on va dire, classique comme forme artistique. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à mon avis, l'art a la fonction d'ouverture, comme disait Heidegger ou plutôt les existentialistes, n'est-ce pas? L'art est une fenêtre à l'avenir, est quelque chose que l'artiste en fait ne fait que présenter, et que ce sont les spectateurs qui doivent faire le travail de représentation, de cette présentation qui est faite par l'artiste. Donc le rôle de l'artiste, c'est à mon avis plus de travailler au niveau de la forme, au niveau des matériels, au niveau de la présentation disruptive de formes d'art. C'est-à-dire que si je trouve que l'œuvre de Cézanne elle est intéressante, c'est parce qu'il a travaillé au niveau de la couleur, pas parce qu'il a fait de la peinture. C'est pas tellement sa qualité picturale, si ce n'est dans l'analyse qu'il a fait de la couleur, n'est-ce pas? Mais c'est plutôt dans sa proposition en tant que disruption par rapport à la tradition. Et je pense que quand on va du côté de ce qu'aujourd'hui aussi on appelle l'art politique ou certaines formes de street art, je pense qu'on risque en fait, ne pas exprimer au maximum la puissance de l'art. Parce que, pour terminer, à mon avis, l'artiste est avant tout quelqu'un qui, on va dire, ouvre des perspectives à travers des formes artistiques. Donc ça doit être, à mon avis, une provocation, l'art. Mais pas une provocation qui pointe du doigt, ou qui conjure, ou qui polémise avec qui que ce soit. C'est juste une proposition abstraite, et c'est au spectateur de remplir cette représentation. En deux mots, l'artiste doit nous percuter dans notre sensibilité, dans notre manière d'appréhender le monde. Et cette provocation créera, à mon avis, inexorablement chez l'individu, de nouvelles représentations. Et dans ce sens, ça va remplir sa fonction. Ça prolonge juste sur une question, parce que de son côté, le spectateur tel qu'il est conçu est une construction aussi, une construction sociale très forte. Donc c'est bien que la position du spectateur n'a pas été historiquement celle de celui qui est témoin simplement. Exactement. Et c'est ça ce qui est intéressant à mon avis de penser, avec aussi la figure de l'artiste génie, qui est très problématique à mon avis à plein de niveaux, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est un débat à part entière, quel est le rôle de l'art, quel est le rôle de l'artiste, mais dans cette faux dilemme, parce que c'est un faux dilemme finalement, je trouve que c'est plus du côté de la présentation et de l'interpellation au spectateur pour qu'il devienne, pour utiliser un peu le langage d'Augusto Boal, pour qu'il devienne un spectateur, n'est-ce pas, pour qu'il puisse aussi interagir avec les œuvres d'art et s'en approprier véritablement. Avec cette idée qu'il agira sur le monde, cette idée qui reste à démontrer. On ne peut pas affirmer, c'est un pari qui peut prendre du plomb dans l'aile à certains moments, parce que dédier un atelier artistique à un atelier de pouvoir d'agir, d'empowerment systématique, ça peut être aussi un problème. Je pensais à deux choses aussi d'un point de vue technique. J'ai réfléchi comme ça, mais à l'époque du Festival du Dialogue Interculturel avec un groupe, en leur disant, il y a des choses qui sont évidemment problématiques. Proposer le radeau de la Méduse à un public de migrants,
c'est quelque chose de problématique, peut-être qu'il ne faut pas le faire d'ailleurs. Proposer l'origine du monde de Courbet à un public très marqué culturellement sur la question de la nudité, ce sont deux points limites qui montrent quand même que les œuvres bousculent quelque chose, quoi qu'il arrive. Et qu'une démarche de médiation culturelle peut très rapidement renvoyer une démarche d'interculturalité très forte sur le rapport à la nudité, le rapport à la violence, etc. Et je pense qu'il y a peut-être un manque, alors je ne sais pas comment tu le perçois, c'est un manque de compréhension entre l'institution d'une part, qui présente la douleur du monde, et la douleur du monde, à laquelle les projets de l'institution ne sont pas destinés, forcément. Ils sont destinés à un public parfois captif, qui sera dérangé par cette douleur du monde. Le public qui vit quotidiennement cette douleur du monde, oui, il reste voilà, dans les marges. n'est pas dans le lieu. Mais c'est un peu ce que disait Walter Benjamin quand il disait qu'il était contre à l'époque, on est dans les années 30, voire oui, dans les années 20, et il voyait que les photographes de l'époque ils commençaient à prendre des photos de la misère, l'inflation qui avait provoqué des crises très importantes dans les familles en Allemagne. Et alors lui, il critique, il dit il faut arrêter de prendre en photo la misère, parce que quand on esthétise la misère, la seule chose que l'on fait, c'est permettre aux spectateurs d'organiser cette misère. Parce que comme elle est bien présentée, comme elle est esthétisée, finalement, elle est plus digeste. Et alors, après, la vraie misère, ben, elle passe mieux, pour le dire d'une certaine manière. Donc, dans ce sens, j'aime bien cette idée de la vraie douleur et la douleur représentée. Mais c'est pour ça que moi, tout à l'heure, je disais présenter et non pas représenter. Parce que quand l'artiste essaye de représenter, il joue le rôle de médium. Et dans ce sens, sa représentation sera toujours biaisée par sa vision du monde. Alors que l'artiste qui ne veut pas représenter, mais qui cherche à présenter, et par présenter, je parle vraiment des formes, et à mon avis, ouvre la voie à une réflexion qui lui ne maîtrise plus, et qui alors peut toucher, et peut ouvrir la porte à ceux qui sont de l'autre côté dans tout leur mode d'appropriation. Tout à fait, dans tout leur mode d'appropriation, effectivement. Juan, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi et à très bientôt. Merci.